bonsoir. Bienvenue dans la 28e émission des Visages de la Recherche, des hommes et des femmes qui cherchent et qui expérimentent dans tous les domaines des sciences, et c'est le plus important, par le temps qui court, en pleine liberté. Paolo Tomasini, bonsoir, ou bonsoir. Bonjour. Vous êtes chercheur qualifié FNRS en archéologie UCL Louvain. Alors, vous, on peut dire que c'est votre grand-mère qui, telle une fée, s'est penchée sur votre berceau. Disons que c'est une histoire de famille. C'est vrai que l'archéologie coule dans mes veines. Oui. Et donc oui, c'est vrai que... Elle vous lisait l'Iliade, donc plutôt Homère que Hergé, plutôt Hector que Tintin. Oui, ça a contribué. Après Tintin et Hergé aussi, bien entendu. Mais... Plus les promenades dans les forums. C'est sûr qu'avoir grandi à Rome, avoir une grand-mère archéologue, c'est tous des éléments qui aident. Et oui. puis la suite de la vie aussi. Et donc on baigne dedans. Donc dites-moi, vous n'avez jamais le sentiment de travailler, puisque vous faites ça depuis l'enfance, finalement. Disons, j'ai eu la chance de transformer ma passion en un métier passionnant. Donc ça reste un métier, mais c'est une passion tout autant. Alors, vous êtes chercheur qualifié, c'est tout nouveau, ça change votre vie. Oui, complètement. C'est vrai que... On voit que vous êtes réjoui, là. Hein, n'est-ce pas? Mais le privilège de pouvoir faire de la recherche librement, comme vous dites, et d'avoir vraiment le temps de pouvoir vraiment avancer dans nos connaissances et en faire profiter surtout les autres, c'est une énorme chance. Oui. Bon, alors, votre recherche est quand même très particulière, puisque vous analysez les pigments du passé, de l'époque romaine, qui étaient fabriqués par des esclaves et des artisans, mais de manière complètement empirique, et qui étaient formidables. Mais oui, disons que la peinture romaine, on est habitué à les voir à Pompéi, mais il y en a en réalité partout, dans tout le monde romain. Et c'est peut-être une des plus grandes inventions que nous a laissé l'Antiquité romaine. On pense aux grandes constructions, etc. Mais la peinture, c'est des couleurs et du mortier. Et donc, ils ont réussi à produire des décors qui traversent les siècles et quand on les retrouve aujourd'hui, sont en parfait état. Donc, d'une résistance incroyable et aussi bon pour l'environnement. Oui, parce qu'ils sont faits avec des matériaux naturels, donc tout à fait résistants et éternels, on peut dire, puisqu'ils traversent les siècles, mais faits avec du sable, de la chaux, de l'eau et des couleurs minérales, donc de la terre colorée. Donc ce sont tous des matériaux tout à fait naturels et écologiquement. Et vous en avez fait une analyse chimique pour essayer de retrouver cette alchimie. On essaie, disons, c'est l'intérêt de l'archéologie contemporaine. On essaie d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire parler les vestiges et les traces matérielles du passé. Et j'ai personnellement trouvé dans les analyses physico-chimiques une porte ouverte sur un monde qui, jusqu'à présent, nous était complètement caché, puisque les textes que nous avons nous donnent quelques éléments, quelques recettes. On a Vitruve, on a Pline, mais il nous manque vraiment les éléments de détail. Et ça, c'est grâce à la chimie qu'on peut vraiment faire parler ces décors qui, autrement, restent muets pour ce qui concerne la matière, pas en ce qui concerne les images, bien entendu. Alors, vous dites qu'on retrouve des peintures romaines tous les jours, tellement elles sont résistantes. Oui. Et quoi? À Rome, OK. Et en Belgique aussi? En Belgique aussi. En Belgique? Oui, disons, la Belgique a fait partie... Oui, c'est ça, Jules César, de l'Empire romain. Et donc, effectivement, on retrouve, et je reçois encore souvent des coups de fil de collègues archéologues, qui trouvent dans les chantiers d'archéologie préventive des peintures romaines. Et on en a encore très, très bien conservées. Si vous allez à Tongres, par exemple, au musée, ou dans tous les musées, finalement, de Belgique, je suis sûr que s'ils ne sont pas exposés, au moins en dépôt, ils ont des caisses de fragments de peintures murales. Alors, vous aussi, vous faites encore des fouilles à Rome. Domus 19 à Ostie. C'est 14, mais c'est bien. 14, voilà. C'est une de vos recherches aussi? Oui, en tant qu'archéologue, la dimension de terrain est essentielle. Et donc, l'intérêt d'aller chercher des nouvelles peintures par la fouille est tout aussi importante. Et donc, dites-moi, ce que vous faites aussi, c'est une forme de dialogue un peu charnel avec les morts? Ça, c'est l'archéologie, mais les morts ne sont pas morts, ils sont bien vivants pour moi, puisqu'ils nous racontent encore des histoires. Donc, c'est qui nous intéresse, surtout que les peintures décorent les tombes, bien entendu, mais aussi les maisons, les appartements, les magasins, les temples. Donc, on parle de vie ici, pas du tout de mort. Finalement, c'est une mémoire matérielle plus profonde que quand on aborde un texte. Toutes ces couleurs, c'est... C'est différent, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'immédiat, puisque nous avons vraiment la trace telle qu'elle a été laissée par nos prédécesseurs. Ces analyses, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vos découvertes de cette résistance incroyable des pigments romains, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait les utiliser pour des choses d'aujourd'hui?
et qui serait bonne pour l'environnement, résistante, et un clin d'œil au passé des Romains, fait par des esclaves. Ben oui, et en tout cas fait par une société romaine qui a réussi à produire des choses tout à fait exceptionnelles. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre des techniques de l'Antiquité. Et effectivement, les pigments, mais je pense surtout au mortier de chaux, qui est un matériau qui ne coûte rien à faire, qui est facile, mais qui est extrêmement résistant, d'autant qu'il a la capacité de s'auto-régénérer, de s'auto-réparer dans le temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sont toutes des questions qui nous parlent, puisqu'on parle aussi de recyclage des matériaux. Le mortier est fait à partir de matériaux recyclés en grande partie. On a retrouvé à Pompéi récemment des piles d'huîtres, de coquilles d'huîtres, mais qui étaient utilisées dans le chantier puisqu'elles étaient mélangées, triturées pour en faire de la chaux. Donc on parle vraiment de recyclage, de matériaux écocompatibles, de résistance, de résilience des matériaux. Ce sont tous des mots qui appartiennent au langage de la construction contemporaine. Donc je pense que voilà, l'archéologie a son rôle à jouer. Dites, là, vous êtes en train d'expliquer un peu le rôle que l'archéologie a ou pourrait encore avoir plus aujourd'hui. Oui, ben disons, en tant qu'archéologue, on a le sentiment... Disons, on a la volonté de montrer qu'on sert à quelque chose. Donc le passé, oui, on le cultive parce que c'est important de connaître nos racines, mais je pense qu'on a concrètement des réponses à apporter aux défis de nos sociétés contemporaines. Donc il ne faut pas... Oui. Votre grand-mère, est-ce qu'elle aurait imaginé que vous seriez l'archéologue que vous êtes aujourd'hui? Difficile à dire. C'est sûr que le monde a tellement évolué, mais je pense qu'elle l'espérait, je pense qu'elle serait contente actuellement, oui. Alors, comme archéologue, est-ce que vous intégrez aussi de nouvelles technologies, comme, je ne sais pas moi, les scanners 3D, les drones, la télédétection, l'analyse isotopique, vous voyez, je cite toute une série de technologies, ou bien vous êtes encore avec vos petits pinceaux, etc., comme j'ai vu récemment rue de la Régence, parce qu'on avait découvert des tombeaux. Oui, ben, disons l'archéologue utilise tous les moyens à sa disposition. Donc le pinceau, en général, on l'utilise dans des petits cas. En général, c'est la pioche et la truelle, mais tous les moyens sont bons. Et donc, bien sûr, on utilise la modélisation 3D, la photogrammétrie, tous les outils technologiques qui sont à notre disposition, on les utilise couramment pour faire parler ces vestiges par tous les moyens qu'on peut. Donc, ces outils transforment votre manière de comprendre le passé et de fouiller. Aussi, puisqu'aujourd'hui, la fouille est une activité qui détruit forcément. Et donc, on essaye de trouver d'autres moyens quand nécessaire. Et donc, il y a toutes les analyses de géophysique qui nous permettent de voir sans toucher le sol. Ou pour les peintures, nous pouvons analyser justement les pigments, les mortiers, sans les toucher. Donc, il y a toute une nouvelle manière de réfléchir, l'approche aussi à la matière. Nous la respectons et donc nous essayons de trouver d'autres moyens d'agir sans forcément toucher ce que nous étudions. Alors, vous allez analyser, vous avez analysé, vous allez encore analyser des pigments, vous êtes chercheur, mais là, vous pouvez encore trouver des choses dans l'analyse des pigments, ou là, vous êtes arrivé au sommet? Ça vient que de commencer. Donc, ah bon? Tout est encore vous avez l'air déjà de savoir tout. Ah non, ça jamais. Donc il y a encore beaucoup de boulot dans l'analyse de tous ces pigments? Ça vient de commencer réellement. C'est tout un monde qui s'ouvre à nous, des techniques qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et donc, dans le non-invasif, justement, nous pouvons vraiment aller beaucoup plus loin, faire parler les pigments et les couleurs et les mortiers et les mélanges de façon beaucoup plus approfondie qu'avant. Mais vous espérez quoi dans les 5, 10, 15 ans qui viennent? Votre rêve, utopique même? Comprendre un petit peu comment les Romains ont fait, justement, à développer un matériau tellement efficace qu'il a eu un succès énorme, puisque ça ne s'arrête pas au monde romain, forcément. La technique est celle de la fresque, qu'on connaît tous par après, pour les plus grands exemples de l'histoire de l'art du monde occidental, je pense. Voilà, on a tous vu la chapelle Sixtine récemment, et donc ça fait partie des productions humaines qui ont pu être développées grâce aux inventions romaines qui se sont transformées, etc. Donc l'idée est de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé et comment les Romains ont permis justement de façonner notre image de ce monde en couleur qui est encore aujourd'hui le nôtre. Alors, vous avez aussi un côté un peu, je dirais, un peu poète, puisque vous avez fait une fresque à Louvain-la-Neuve avec les recettes de la période romaine. Racontez-nous. Oui, c'était avec une collègue qui est fresquiste et chercheuse, et donc on a voulu faire ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. Donc tester nos hypothèses. Ça, c'est osé, ça. Oui, mais c'est extrêmement utile, puisque ce n'est vraiment qu'en faisant les choses qu'on comprend et qu'on peut voir si nos théories sont les bonnes ou pas. Donc vous vous êtes mis dans la peau des artisans et des esclaves romains. Exactement, et donc on a vraiment tout fait, et donc on est parti d'un mur en briques. À Louvain-la-Neuve, le trouver, ce n'était pas si facile, mais nous l'avons fait. Et donc nous avons fait toutes les couches de mortier
en faisant nous-mêmes le mortier, donc en mélangeant du sable, de la chaux, de l'eau, de la poussière de marbre. Et selon quelle recette? Parce que vous n'avez pas des recettes écrites. Ben justement, on a les recettes écrites, mais nous avons les recettes... En latin? Oui, oui, oui. Mais c'est une petite partie, parce que Vitruve ne nous donne pas les quantités, par exemple. Donc c'est des recettes qui sont peu utiles. Oui. Là où ça devient intéressant, c'est que par les analyses physico-chimiques que j'ai l'occasion de faire, j'ai des proportions, j'ai des quantités, j'ai des éléments qui ne se retrouvent pas dans les textes. Donc on peut vraiment refaire aujourd'hui des peintures à la romaine, qui est là, la fresque est à Louvain-la-Neuve, dans le hall de la faculté de lettres. Et donc, tout le monde peut aller la voir, puisqu'elle est visible depuis la rue même. Donc, si Vitruve dans une main et les analyses chimiques dans l'autre... Toujours, oui. Et le résultat de votre mortier, vous pensez qu'il est exactement comme le mortier de l'époque, ou bien il y a encore du boulot? On verra dans 2000 ans si elle sera encore oui. là. Oui. Mais en tout cas, elle est faite selon des bonnes pratiques et elle a l'air de bien tenir et de bien se porter. Dites-moi, comment vous voyez votre avenir de chercheur dans les années qui viennent? Vous allez donner des cours, des conférences? Vous avez des grands projets? En tant que chercheur, et surtout le FNRS a l'énorme privilège de mettre les chercheurs non pas isolés dans des laboratoires, mais dans des universités. Et donc on a la chance de pouvoir développer nos recherches non pas isolées, mais dans un cadre qui est celui de l'université, donc en contact avec d'autres collègues, avec le monde de l'enseignement, les étudiants et la société. Donc moi j'envisage ces trois missions qui sont vraiment au cœur du métier du chercheur. Faire de la recherche et faire avancer la connaissance, mais partager tout ça avec la société et les nouvelles générations. Une nouvelle fresque en perspective, là? Pourquoi pas? Si vous voulez, vous m'appelez et on peut arranger ça. Ah ben voilà, l'appel est lancé. Merci en tout cas d'avoir été mon invité. Dans quelques instants après la pause, Anneline Pinson, chercheuse qualifiée FNRS en neuroendocrinologie à l'ULiège. On parlera des perturbateurs endocriniens. À tout de suite.